8. Prééminence de la vie contemplative. C'est d'une façon secondaire qu'est heureuse la vie selon l'autre sorte de vertu, car les activités qui y sont conformes sont purement humaines. Les actes justes en effet ou courageux et tous les autres actes de vertu, nous les pratiquons dans nos relations les uns avec les autres, quand dans les contrats, les services rendus et les actions les plus variées, ainsi que dans nos passions, nous observons fidèlement ce qui doit revenir à chacun, et toutes ces manifestations sont choses simplement humaines. Certaines même d'entre elles sont regardées comme résultant de la constitution physique et la vertu éthique comme ayant à beaucoup d'égards des rapports étroits avec les passions. Bien plus, la prudence elle-même. La prudence ou sagesse pratique, tout en étant une vertu proprement dianorétique, est en connexion avec les vertus éthiques. La vertu morale détermine la fin de l'activité et la prudence les moyens de réalisation. Pas de prudence véritable sans vertu, et pas de vertu sans prudence. La prudence elle-même est intimement liée à la vertu morale, et cette dernière à la prudence, puisque les principes de la prudence dépendent des vertus morales, et la rectitude des vertus morales de la prudence. Mais les vertus morales étant aussi rattachées aux passions, auront rapport au composé. Or, les vertus du composé sont des vertus simplement humaines, et par suite le sont aussi à la fois la vie selon ses vertus et le bonheur qui en résulte. Le bonheur de l'intellect est au contraire séparé, qu'il nous suffise de cette brève indication à son sujet, car une discussion détaillée dépasse le but que nous nous proposons. Le bonheur de l'intellect semblerait aussi avoir besoin du cortège des biens extérieurs, mais seulement à un faible degré ou un degré moindre que la vertu éthique. On peut admettre en effet que les deux sortes de vertus aient l'une et l'autre besoin, et cela à titre égal, des biens nécessaires à la vie, quoiqu'en fait l'homme en société se donne plus de tracas pour les nécessités corporelles et autres de même nature, car il ne saurait y avoir à cet égard qu'une légère différence entre elles. Par contre, en ce qui concerne leur activité propre, la différence sera considérable. Les nécessités matérielles de l'existence s'imposent aussi bien à la vie contemplative qu'à la vie active, mais il n'en est plus de même pour ce qu'exige dans ce domaine propre chacune de ces façons de vivre. La vie active, la vie selon les diverses vertus morales, a besoin de ressources extérieures beaucoup plus importantes et nombreuses que la vie contemplative. L'homme libéral, en effet, aura besoin d'argent pour répandre ses libéralités, et par suite l'homme juste pour rétribuer les services qu'on lui rend, car les volontés demeurent cachées, et même les gens injustes prétendent avoir la volonté d'agir avec justice. De son côté, l'homme courageux aura besoin de force, s'il accomplit quelqu'une des actions conformes à sa vertu, et l'homme tempérant a besoin d'une possibilité de se livrer à l'intempérance. Autrement, comment ce dernier ou l'un des autres dont nous parlons pourra-t-il manifester sa vertu ? On discute aussi le point de savoir quel est l'élément le plus important de la vertu, si c'est le choix délibéré ou la réalisation de l'acte, attendu que la vertu consiste dans ces deux éléments. La perfection de la vertu résidera évidemment dans la réunion de l'un et de l'autre, mais l'exécution de l'acte requiert le secours de multiples facteurs, et plus les actions sont grandes et nobles, plus ces conditions sont nombreuses. Au contraire, l'homme livré à la contemplation n'a besoin d'aucun concours de cette sorte, en vue du moins d'exercer son activité. Ce sont même là plutôt, pour ainsi dire, des obstacles, tout au moins à la contemplation. Mais en tant qu'il est homme et qu'il vit en société, il s'engage délibérément dans des actions conformes à la vertu. Il aura donc besoin de moyens extérieurs en question pour mener sa vie d'homme. Que le parfait bonheur soit une certaine activité théorétique, et les considérations suivantes le montreront encore avec clarté. L'activité théorétique est la seule activité concevable pour la divinité. Nous concevons les dieux comme jouissant de la suprême félicité et du souverain bonheur, mais quelle sorte d'actions devons-nous leur attribuer ? Est-ce des actions justes ? Mais ne leur donnerons-nous pas un aspect ridicule en les faisant contracter des engagements, restituer des dépôts et autres opérations analogues ? Seraient-ce les actions courageuses ? Et les dieux affronteront-ils les dangers et courront-ils des risques pour la beauté de la chose ? Ou bien alors ce sera des actes de libéralité, mais à qui donneront-ils ? Il serait étrange aussi qu'ils eussent à leur disposition de la monnaie ou quelque autre moyen de paiement analogue. Et les actes de tempérance, qu'est-ce que cela peut signifier dans leur cas ? N'est-ce pas une grossièreté de les louer, de n'avoir pas d'appétit dépravé ? Si nous passons en revue toutes ces actions, les circonstances dont elles sont entourées nous apparaîtront mesquines et indignes de Dieu. Et pourtant, on se représente toujours les dieux comme possédant la vie et par suite l'activité,
car nous ne pouvons pas supposer qu'il dorme comme Endymion. Or, pour l'être vivant, une fois qu'on lui a ôté l'action et à plus forte raison la production, que lui laisse-t-on d'autre que la contemplation? Par conséquent, l'activité de Dieu, qui en félicité surpasse toutes les autres, ne saurait être que théorétique. Et par suite de toutes les activités humaines, celle qui est la plus apparentée à l'activité divine sera aussi la plus grande source de bonheur. Ainsi encore, c'est que les animaux autres que l'homme n'ont pas de participation au bonheur, du fait qu'ils sont totalement démunis d'une activité de cette sorte, tandis qu'en effet, chez les dieux, la vie est tout entière bienheureuse, comme elle est aussi chez les hommes, dans la mesure où une certaine ressemblance avec l'activité divine est présente en eux. Dans le cas des animaux, au contraire, il n'y a pas trace de bonheur, parce qu'en aucune manière l'animal n'a part à la contemplation. Le bonheur est donc coextensif à la contemplation, et plus on possède la faculté de contempler, plus aussi on est heureux. Heureux non pas par accident, mais en vertu de la contemplation même, car cette dernière est pour elle-même d'un grand prix. Il en résulte que le bonheur ne saurait être qu'une forme de contemplation. Le bonheur que procure la contemplation n'est pas un simple accompagnement accidentel de la contemplation, mais il ne fait qu'un avec elle. Il est la contemplation même, comme le plaisir, nous l'avons vu, se confond avec l'acte. 9. La vie contemplative et ses conditions matérielles. Mais le sage aura aussi besoin de la prospérité extérieure, puisqu'il est un homme, car la nature humaine ne suffit pas pleinement à elle-même pour l'exercice de la contemplation, mais il faut aussi que le corps soit en bonne santé, qu'il reçoive de la nourriture et tout autre soin. Cependant, s'il n'est pas possible sans l'aide des biens extérieurs d'être parfaitement heureux, on ne doit pas s'imaginer pour autant que l'homme aura besoin de choses nombreuses et importantes pour être heureux. Ce n'est pas en effet dans un excès d'abondance que réside la pleine suffisance et l'action, et on peut, sans posséder l'empire de la terre et de la mer, accomplir de nobles actions, car même avec des moyens médiocres, on sera capable d'agir selon la vertu. L'observation en surplus le montre clairement. Les simples particuliers semblent en état d'accomplir des actions méritoires, tout autant que les puissants, et même mieux. Il suffit d'avoir la quantité de moyens strictement exigés par l'action vertueuse. Alors sera heureuse la vie de l'homme agissant selon la vertu. Solon aussi donnait sans doute un aperçu exact de l'homme heureux, quand il le montrait modérément entouré des biens extérieurs et ayant accompli, dans la pensée de Solon, tout au moins les plus beaux exploits et ayant vécu dans la tempérance. Car on peut, en possédant des biens médiocres, accomplir ce que l'on doit. De son côté, Anaxagore semble avoir pensé que l'homme heureux n'est ni riche ni puissant, puisqu'il dit qu'il ne serait pas étonné qu'un tel homme apparût à la foule sous un aspect déconcertant, car la foule juge par les caractères extérieurs qui sont les seuls qu'elle perçoit. Les opinions des sages semblent donc en plein accord avec nos propres arguments. De pareilles considérations entraînent ainsi la conviction dans une certaine mesure, mais dans le domaine de la conduite, la vérité se discerne aussi d'après les faits et la manière de vivre, car c'est sur l'expérience que repose la décision finale. Nous devons dès lors examiner les conclusions qui précèdent en les confrontant avec les faits et la vie. Si elles sont en harmonie avec les faits, il faut les accepter, mais si elles sont en désaccord avec eux, les considérer comme de simples vues de l'esprit. L'homme qui exerce son intellect et le cultive semble être à la fois dans la plus parfaite disposition et le plus cher aux dieux. Si en effet les dieux prennent quelques soucis des affaires humaines, ainsi qu'on l'admet d'ordinaire, il sera également raisonnable de penser d'une part qu'ils mettent leur complaisance dans la partie de l'homme qui est la plus parfaite et qui présente le plus d'affinité avec eux. Ce ne saurait être que l'intellect. Et d'autre part qu'ils récompensent généreusement les hommes qui chérissent et honorent le mieux cette partie, voyant que ces hommes ont le souci des choses qui leur sont chères à eux-mêmes et se conduisent avec droiture et noblesse. Or, que tous ces caractères soient au plus haut degré de l'apanage du sage, cela n'est pas douteux. Il est donc l'homme le plus chéri des dieux. Et ce même homme est vraisemblablement aussi le plus heureux de tous. Par conséquent, de cette façon, encore le sage sera heureux au plus haut point. C'est-à-dire, c'est là une nouvelle preuve en faveur de notre thèse sur le bonheur parfait qui accompagne la contemplation. 10. Éthique et politique. Une question se pose, si ces matières et les vertus, en y ajoutant l'amitié et le plaisir, ont été suffisamment traitées dans leurs grandes lignes, devons-nous croire que notre dessein a été totalement rempli? Ou plutôt, comme nous l'assurons, ne doit-on pas dire que dans le domaine de la pratique, la fin ne consiste pas dans l'étude et la connaissance purement théorique des différentes actions, mais plutôt dans leur exécution. Dès lors, en ce qui concerne également la vertu, il n'est pas non plus suffisant de savoir ce qu'elle est, mais on doit s'efforcer aussi de la posséder et de la mettre en pratique.
ou alors tenter par quelque autre moyen, s'il en existe, de devenir des hommes de bien. Quoi qu'il en soit, si les raisonnements étaient en eux-mêmes suffisants pour rendre les gens honnêtes, ils recevraient de nombreux et importants honoraires, pour employer l'expression de Théonis, et cela a le bon droit, et nous devrions en faire une ample provision. Mais en réalité, c'est là un fait d'expérience, et si les arguments ont assurément la force de stimuler et d'encourager les jeunes gens doués d'un esprit généreux, comme de rendre un caractère bien né et véritablement épris de noblesse morale, perméable à la vertu, ils sont cependant impuissants à inciter la grande majorité des hommes à une vie noble et honnête. La foule, en effet, n'obéit pas naturellement au sentiment de l'honneur, mais seulement à la crainte, ni ne s'abstient des actes honteux à cause de leur bassesse, mais par peur des châtiments. Car, vivant sous l'empire de la passion, les âmes poursuivent leur propre satisfaction et les moyens de les réaliser, et évitent les peines qui y sont opposées, et ils n'ont même aucune idée de ce qui est noble et véritablement agréable, pour ne l'avoir jamais goûté. Les gens de cette espèce, quel argument pourrait transformer leur nature? Il est sinon impossible, du moins fort difficile, d'extirper par un raisonnement les habitudes invétérées, de longue date dans le caractère. Nous devons sans doute nous estimer heureux si, en possession de tous les moyens qui peuvent, à notre sentiment, nous rendre honnêtes, nous arrivons à participer en quelque mesure à la vertu. Certains pensent qu'on devient bon par nature, d'autres disent que c'est par habitude, d'autres enfin par enseignement. Les dons de la nature ne dépendent évidemment pas de nous, mais c'est par l'effet de certaines causes divines qui sont l'apanage de ceux qui, au véritable sens du mot, sont des hommes fortunés. Le raisonnement et l'enseignement de leur côté ne sont pas, je le crains, également puissants chez tous les hommes, mais il faut cultiver auparavant, au moyen d'habitude, l'âme de l'auditeur, en vue de lui faire chérir ou détester ce qui doit l'être, comme pour une terre appelée à faire fructifier la semence. Car l'homme qui vit sous l'empire de la passion ne saurait écouter un raisonnement qui cherche à le détourner de son vice, et ne le comprendrait même pas. Mais l'homme qui est en cet état, comment est-il possible de le faire changer de sentiment? Et en général, ce n'est pas, semble-t-il, au raisonnement que cède la passion, c'est à la contrainte. Il faut donc que le caractère ait déjà une certaine disposition propre à la vertu, chérissant ce qui est noble et ne supportant pas ce qui est honteux. Mais recevoir en partage, dès la jeunesse, une éducation tournée avec rectitude vers la vertu est une chose difficile à imaginer quand on n'a pas été élevé sous de justes lois. L'enseignement et l'appel à la raison sont impuissants quand le sol est insuffisamment préparé. Il faut de bonnes habitudes qui ne peuvent résulter que d'une discipline que seule l'autorité publique est en mesure d'appliquer. Car vivre dans la tempérance et la constance n'a rien d'agréable pour la plupart des hommes, surtout quand ils sont jeunes. Aussi convient-il de régler au moyen de lois la façon de les élever, ainsi que leur genre de vie qui cessera d'être pénible en devenant habituel. Mais sans doute, n'est-ce pas assez que pendant leur jeunesse, des hommes reçoivent une éducation et des soins également éclairés, lorsqu'ils doivent, même parvenus à l'âge d'homme, mettre en pratique les choses qu'ils ont apprises et les tourner en habitude. Nous aurons besoin de lois pour cet âge aussi. D'une manière générale pour toute la durée de la vie. La plupart des gens, en effet, obéissent à la nécessité plutôt qu'au raisonnement, et au châtiment plutôt qu'au sens du bien. Telle est la raison pour laquelle certains pensent que le législateur a le devoir, d'une part, d'inviter les hommes à la vertu, et de les exhorter en vue du bien, dans l'espoir d'être entendus de ceux qui, grâce aux habitudes acquises, ont déjà été amenés à la vertu. Et d'autre part, d'imposer à ceux qui sont désobéissants et d'une nature pas trop ingrate, des punitions et des châtiments, et de rejeter totalement les incorrigibles hors de la cité. L'homme de bien, ajoute-t-il, et qui vit pour la vertu, se soumettra au raisonnement, tandis que l'homme pervers, qui n'aspire qu'au plaisir, sera châtié par une peine comme une bête de somme. C'est pourquoi ils disent encore que les peines infligées aux coupables doivent être de telle nature qu'elles soient diamétralement opposées au plaisir qu'ils ont goûté. Si donc, comme nous l'avons dit, l'homme appelé à être bon doit recevoir une éducation et des habitudes d'homme de bien et ensuite passer son temps dans des occupations honnêtes et ne rien faire de vil, soit volontairement, soit même involontairement. Et si ces effets ne peuvent se réaliser que dans une vie soumise à une règle intelligente et à un ordre parfait disposant de la force, dans ces conditions, l'autorité paternelle ne possède ni la force ni la puissance coercitive. Il en est de même dès lors de tout particulier pris individuellement, s'il n'est roi ou quelqu'un d'approchant. Alors que la loi, elle dispose d'un pouvoir contraignant, étant une règle qui émane d'une certaine prudence et d'une certaine intelligence. Et tandis que nous détestons les individus qui s'opposent à nos impulsions, même s'ils agissent ainsi à bon droit,
La loi n'est à charge à personne en prescrivant ce qui est honnête, mais ce n'est qu'un lacédémone et dans un petit nombre de cités qu'on voit le législateur accorder son attention à la fois à l'éducation et au genre de vie des citoyens. Dans la plupart des cités, on a complètement négligé les problèmes de ce genre, et chacun vit comme il entend, dictant à la manière des cyclopes la loi aux enfants et à l'épouse. La meilleure solution est donc de s'en remettre à la juste sollicitude de l'autorité publique et d'être capable de le faire. Mais si l'autorité publique s'en désintéresse, on estimera que c'est à chaque individu qu'il appartient d'aider ses propres enfants et ses amis à mener une vie vertueuse, ou du moins d'avoir la volonté de le faire. Mais il en résultera, semble-t-il, de notre exposé qu'on sera particulièrement apte à s'acquitter de cette tâche, si on sait pénétrer de la science du législateur. Car l'éducation publique s'exerce évidemment au moyen de lois, et seulement de bonnes lois produisant une bonne éducation, que ces lois soient écrites ou non écrites. On jugera ce point sans importance, comme sont les lois de la famille. Peu importe encore qu'elles pourvoient à l'éducation d'un seul ou de tout un groupe, et à cet égard, il en est comme pour la musique, la gymnastique et autres disciplines. De même en effet que dans les cités, les dispositions légales et les coutumes ont la force pour les sanctionner. Ainsi en est-il dans les familles pour les injonctions du père et les usages privés, et même dans ce cas la puissance coercitive est-elle plus forte en raison du lien qui unit le père aux enfants et des bienfaits qui en découlent. Car chez les enfants préexiste une affection et une docilité naturelle. En outre, l'éducation individuelle est supérieure à l'éducation publique. Il en est comme en médecine où le repos et la diète sont en général indiqués pour le fiévreux, mais ne le sont peut-être pas pour tel fiévreux déterminé. Sans doute encore le maître de pugilat ne propose pas à tous ses élèves la même façon de combattre. On jugera alors qu'il est tenu un compte plus exact des particularités individuelles quand on a affaire à l'éducation privée, chaque sujet trouvant alors plus facilement ce qui répond à ses besoins. Toutefois, les soins les plus éclairés seront ceux donnés à un homme pris individuellement par un médecin ou un maître de gymnastique, tout autre ayant la connaissance de l'universel et sachant ce qui convient à tous ou à ceux qui rentrent dans telle catégorie. Car la science a pour objet le général, comme on le dit, et comme cela est en réalité non pas qu'il ne soit possible sans doute qu'un individu déterminé ne soit traité avec succès par une personne qui ne possède pas la connaissance scientifique, mais à observer avec soin à l'aide de la seule expérience les phénomènes survenant en chaque cas particulier, tout comme certains semblent être pour eux-mêmes d'excellents médecins, mais seraient absolument incapables de soulager autrui. Néanmoins, l'expérience n'est pas tout, elle doit être accompagnée de la science et de la connaissance de l'universel. Néanmoins, on admettra peut-être que celui qui souhaite devenir un homme d'art ou de science doit s'élever jusqu'à l'universel et en acquérir une connaissance aussi exacte que possible, car, nous l'avons dit, c'est l'universel qui est l'objet de la science. Il est vraisemblable dès lors que celui qui souhaite, au moyen d'une discipline éducative, rendre les hommes meilleurs, qu'ils soient en grand nombre ou en petit nombre, doit s'efforcer de devenir lui-même capable de légiférer. Si c'est bien par les lois que nous pouvons devenir bons, mettre en effet un individu quel qu'il soit selon qu'on propose à vos soins dans la disposition morale convenable, ce n'est pas la portée du premier venu. Mais si cette tâche revient à quelqu'un, c'est assurément à l'homme possédant la connaissance scientifique, comme cela a lieu pour la médecine, et les autres arts qui font appel à quelques sollicitudes d'autrui et à la prudence, à l'intervention de l'État ou à l'éducation privée. Ne doit-on pas alors, après cela, examiner à quelle source et de quelle façon nous pouvons acquérir la science de la législation, ne serait-ce pas comme dans le cas des autres arts, en s'adressant aux hommes adonnés à la politique active. Notre opinion était en effet que la science législative est une partie de la politique. Mais n'est-il pas manifeste qu'il n'existe pas de ressemblance entre la politique et les autres sciences et potentialités? En effet, dans les autres sciences, on constate que les mêmes personnes à la fois transmettent à leurs élèves leurs potentialités et exercent leur propre activité en s'appuyant sur celle-ci, par exemple les médecins et les peintres. Au contraire, les réalités de la politique que les sophistes font profession d'enseigner ne sont pratiquées par aucun d'eux, mais bien par ceux qui gouvernent la cité, dont l'action, croirait-on, repose sur une sorte d'habileté tout empirique, plutôt que sur la pensée abstraite, car on ne les voit jamais écrire ou discourir sur de telles matières, ce qui serait pourtant une tâche peut-être plus honorable encore que de prononcer des discours devant les tribunaux ou devant l'assemblée du peuple. Pas plus que d'autre part, nous ne les voyons avoir jamais fait des hommes d'État, de leurs propres enfants,
ou de certains de leurs amis. Ce serait pourtant bien naturel s'ils en avaient le pouvoir, car ils n'auraient pu laisser à leur cité un héritage préférable à celui-là, ni souhaiter posséder pour eux-mêmes et par suite pour les êtres qui leur sont les plus chers, rien qui soit supérieur à cette habileté politique. Il n'en est pas moins vrai que l'expérience semble en pareille matière apporter une contribution qui n'est pas négligeable. Sans elle, en effet, jamais personne ne pourrait devenir homme d'État en se familiarisant simplement avec les réalités de la politique. C'est pourquoi ceux qui désirent acquérir la science de la politique sont dans l'obligation, semble-t-il, d'y ajouter la pratique des affaires. Quant à ceux des sophistes qui se vantent d'enseigner la politique, ils sont manifestement fort loin de compte. D'une façon générale, en effet, ils ne savent ni quelle est sa nature, ni quel est son objet. Sans cela, ils ne l'auraient pas confondu avec la rhétorique, ou même placé à un rang inférieur à cette dernière. Ils n'auraient pas non plus pensé que légiférer est une chose facile, consistant seulement à collectionner celles des lois qui reçoivent l'approbation de l'opinion publique. Car ils disent qu'il est possible de sélectionner les meilleures lois, comme si cette sélection n'était pas elle-même œuvre d'intelligence, et comme si ce discernement fait correctement n'était pas ce qu'il y a de plus important. C'est tout à fait comme ce qui se passe dans l'art musical. Ceux qui en effet ont acquis l'expérience dans un art quel qu'il soit, jugent correctement les productions de cet art, comprenant par quels moyens et de quelle façon la perfection de l'œuvre est atteinte, et savent quels sont les éléments de l'œuvre qui par leur nature s'harmonisent entre eux. Au contraire, les gens à qui l'expérience fait défaut doivent s'estimer satisfaits de pouvoir tout juste distinguer si l'œuvre produite est bonne ou mauvaise, comme cela a lieu pour la peinture. Or, les lois ne sont que des produits en quelque sorte de l'art politique. Comment, dans ces conditions, pourrait-on apprendre d'elles à devenir législateur ou à discerner les meilleures d'entre elles? Car on ne voit jamais personne devenir médecin par la simple étude des recueils d'ordonnances. Pourtant, les écrivains médicaux essaient bien d'indiquer non seulement les traitements, mais encore les méthodes de cure et la façon dont on doit soigner chaque catégorie de malades, distinguant à cet effet les différentes dispositions du corps. Mais ces indications ne paraissent utiles qu'à ceux qui possèdent de l'expérience et perdent toute valeur entre les mains de ceux qui en sont dépourvus. Il peut donc se faire également que les recueils des lois ou de constitutions rendent des services à ceux qui sont capables de les méditer et de discerner ce qu'il y a de bon ou de mauvais, et quelles sortes de dispositions légales doivent répondre à une situation donnée. Quant à ceux qui se plongent dans des collections de ce genre sans avoir la disposition requise, ils ne sauraient porter un jugement qualifié, à moins que ce ne soit instinctivement, quoique leur perspicacité en ces matières soit peut-être susceptible d'en recevoir un surcroît de développement. Nos devanciers ayant laissé inexploré ce qui concerne la science de la législation, il est sans doute préférable que nous procédions à cet examen en étudiant le problème de la Constitution en général de façon à parachever, dans la mesure du possible, notre philosophie des choses humaines. Ainsi donc, en premier lieu, si quelque indication partielle intéressante a été fournie par les penseurs qui nous ont précédés, nous nous efforcerons de la reprendre à notre tour. Ensuite, à la lumière des constitutions que nous avons rassemblées, nous considérerons à quelle sorte de causes sont dues la conservation ou la ruine des cités ainsi que la conservation ou la ruine des formes particulières de constitution, et pour quelles raisons certaines cités sont bien gouvernées et d'autres tout le contraire. Après avoir étudié ces différents points, nous pourrons peut-être dans une vue d'ensemble mieux discerner quelle est la meilleure des constitutions, quel rang réservé à chaque type, et quelle loi et de quelle coutume chacun doit faire usage. Commençons donc notre exposé.